Donc très heureux d'être ici à Schleff, c'est ma première et je remercie du coup la comité d'organisation de m'avoir associé à cette rencontre. Alors moi je vais vous parler d'un sujet qui est pour moi à la croisée entre deux univers, d'ailleurs deux univers qui me passionnent, qui est la pédiatrie et l'intelligence artificielle. Ceux qui me connaissent, je suis cardiopédiatre, je suis clinicien, je travaille au CHU d'Oran. Et à travers ma pratique, j'ai eu le privilège d'accompagner pas mal d'enfants dans leur parcours médical qui est plus ou moins complexe. Et j'ai su mesurer, si vous voulez, les limites, mais parfois aussi les opportunités qu'offre la technologie et les avancées technologiques dans notre pratique médicale. Avant d'être médecin, j'étais étudiant sur les bancs d'université autant que pour préparer mon ingénieur en technologie. Donc c'est sur double casquette que je vais venir vous parler de ce sujet, celle d'un clinicien et d'un passionné en technologie qui va vous parler donc de l'intelligence artificielle en médecine. Donc c'est un domaine qui est assez particulier, qui est fascinant, qui est en progrès constant. Et surtout, il est entouré de pas mal de fantasmes, mais qui offre des possibilités. Il a envahi notre vie professionnelle et personnelle. Et il sert entre autres, à améliorer notre bien-être, mais surtout aussi à notre efficacité en pratique. Donc aujourd'hui, je vais essayer d'apporter de la lumière sur cette intelligence artificielle, en donnant qu'est-ce que c'est l'intelligence artificielle d'abord, essayant de la définir, et à quoi ça sert en pratique médicale, que ce soit en médecine générale, en particulier en pédiatrie, et surtout, quelles sont ses limites? Est-ce qu'il y a des craintes aussi à avoir par rapport à cette intelligence artificielle ou au contraire, il faut être optimiste? En tous les cas, c'est un grand optimiste qui est devant vous pour vous parler de cela. Alors, l'humanité est passée par pas mal de révolutions industrielles. On était à l'ère de l'automatisation des années 2000, et puis il y a eu la digitalisation. Et depuis, si vous voulez, 2020, on est à l'ère de la personnalisation et l'humanisation. Donc, on a eu l'arrivée des OGM, de la génétique, il y a pas mal d'essais thérapeutiques sur la génétique, et surtout, il y a l'intelligence artificielle maintenant. Certains restent sceptiques par rapport à cette évolution. Est-ce que c'est une évolution ou c'est une rétroévolution? Est-ce que la machine va prendre le dessus? Ça, c'est une question qui est plutôt philosophique, je ne vais pas trop en tarder. Mon but aujourd'hui, c'est de parler des ouvertures, des portes qu'ouvre l'intelligence artificielle par rapport à notre vie. D'ailleurs, notre vie, là, on utilise l'intelligence artificielle, vous l'utilisez chaque jour. Moi, pour arriver ici à la Maison de Culture d'Oran, je ne connais pas, j'ai utilisé l'intelligence artificielle, j'ai utilisé une géolocalisation. Vous utilisez le Google Maps, c'est une intelligence artificielle. Et donc, vous voyez, ça a envahi toute notre vie, que ce soit dans plusieurs domaines, et ça, c'est juste la partie visible de l'iceberg, ce qui va venir et autres. Alors, vous voyez ici pas mal de dates, 1943, 1950, 1956. Plusieurs dates seraient le point de départ de l'intelligence artificielle, mais quelle que soit la date de naissance de l'IA, si vous voulez, la date de naissance exacte, ce qui est sûr, c'est qu'elle a envahi toute notre vie, la défense, les transports, l'éducation et la santé aussi. L'IA a progressé, mais pendant les années 70-80, il y a eu ce qu'on appelle l'hiver de l'IA, où il n'y avait rien du tout. Il n'y avait pas de subvention, il n'y avait pas d'argent qui a été délégué pour développer l'IA. Et puis l'arrivée des années 80, Galato, les Game Boy, et donc l'arrivée des vidéos, enfin surtout les microprocesseurs qui se sont développés. Je ne sais pas si vous connaissez la loi de Moore. La loi de Moore nous dit que le nombre des microprocesseurs et transistors, il double chaque 2 ans. Et ça, c'est énorme. Ça continue en exponentiel, où on aura des progrès considérables sur la puissance de la machine. Justement, 1997, c'est une date importante dans l'histoire de l'IA, parce que l'humain a découvert que la machine peut être plus forte que lui. Là où ce que vous voyez, c'est Deep Blue. Deep Blue, c'est le microprocesseur de IBM qui a pu gagner en 6 parties contre le célèbre champion du monde d'échecs, Garry Kasparov. Et là, hop, la machine, elle prend le dessus. Là, peut-être qu'il y a une intelligence qui est supérieure à la nôtre, et là, on commence à la considérer et s'investir.
On s'intéresse à l'intelligence artificielle depuis longtemps, c'était un fantasme. Je ne sais pas, ceux qui sont cinéphiles, ceux qui connaissent l'Odyssée de l'espace, le chef-d'œuvre de Stanley Kubrick, et dans le film, je ne sais pas si vous vous rappelez, il y avait HAL 9000. HAL 9000, c'est cet appareil que vous voyez en rouge là, qui lui parle. En fait, elle a été conçue pour gérer intelligemment toutes les fonctions vitales sur Discovery 1, le vaisseau spatial, et qui parlait donc à l'astronaute. Donc on imaginait déjà qu'il y avait une intelligence artificielle possible qui peut donc appliquer, exécuter aussi nos commandes. Bon, ça c'était de la science-fiction. Depuis 2022, ce n'est plus de la science-fiction. Il existe un programme où l'être humain il est capable de discuter d'une façon engagée et réaliste avec la machine. ChatGPT est arrivé. Et depuis, ça ne s'arrête plus. Le géant américain, maintenant, c'est les géants chinois, DeepSeek, et une grande bataille maintenant entre les grandes puissances sur la maîtrise de cet nouvel outil. J'ai demandé à l'IA de me générer une image qui démontre ce qui se passe entre les deux grandes puissances. Elle l'a fait. Et vous voyez. Il y a aussi l'arrivée d'une grande puissance, celle que j'utilise moi tous les jours, le Queen 2.5, et qui est devenu maintenant quelque chose d'extraordinaire. Il y a pas mal d'IA génératifs maintenant sur le marché. La plupart, c'est gratuit, que vous pouvez utiliser. J'imagine que certains d'entre vous ont déjà essayé pas mal d'applications que vous voyez ici. Chacun l'utilise pour une raison ou pour une autre, pour coder, pour transcrire, pour tout. Et ça, c'est magnifique. Pourquoi je parle de l'IA? Ce n'est pas juste pour la santé, pour la médecine. On parle de quelque chose qui génère des milliers, des milliards. Et ça, c'est considérable. Les grandes puissances, maintenant, font la guerre pour ça. C'était dominé par les États-Unis au début. Et maintenant, l'arrivée du géant chinois avec l'intelligence artificielle, notamment aussi dans le monde médical, ce qui concerne les traitements des données des patients et notamment aussi dans l'analyse de l'imagerie médicale. On va voir quelques exemples tout à l'heure. C'est tellement important que les grands patrons du monde se sont réunis il y a quelques mois, le mois de février à Paris, pour discuter de cette intelligence artificielle et qu'est-ce qu'elle apporte pour les pays et pour le développement des différents secteurs. Alors, de quoi on parle? C'est quoi cette intelligence artificielle qui est tellement importante? Alors, l'intelligence artificielle, si on va le définir, c'est quoi? C'est un ensemble, si vous voulez, de théories, mais aussi de systèmes qui vont développer donc des systèmes informatiques très complexes qui vont générer quelque chose qui a les traits de l'intelligence humaine. On parle surtout de l'apprentissage et aussi de traitement des données, donc de l'apprentissage et du raisonnement. On distingue deux types d'intelligence artificielle, l'intelligence artificielle faible et l'intelligence artificielle forte. La faible, c'est quoi? Ce que vous faites avec ChatGPT, par exemple, c'est une IA générative, qui va exécuter une tâche spécifique d'une façon précise, mais avec un temps record. D'accord? Puis, il y a l'IA forte. Et ça, c'est quelque chose d'extraordinaire, parce que cette IA forte, elle a conscience d'elle-même et elle a conscience aussi de son écosystème, et donc elle est autodidacte et elle peut développer des projets, même en dehors de la main humaine. Et ça peut être dangereux à long terme. Comment elle fonctionne? Elle fonctionne comme votre cerveau. En fait, il y a une espèce de réseau neuronal qui se développe. C'est un système mathématique qui va utiliser la même chose qui existe en biologie, c'est-à-dire les synapses entre les neurones. C'est un faisceau important, comme vous voyez ici, c'est la neurone mathématique artificielle qui ressemble beaucoup au système neurologique humain et ce qui permet donc, qui inspire le fonctionnement du cerveau humain. Ces modèles sont utilisés donc pour l'apprentissage profond, c'est ce qu'on appelle le deep learning, et qui permet donc de traiter des données très complexes. Mais pour traiter les données, il faut qu'il puisse avoir des données déjà. C'est ce qu'on appelle le big data. C'est-à-dire cette intelligence artificielle a besoin de données. Tout ce que vous mettez dans vos recherches, c'est des données gratuites que vous donnez à l'intelligence artificielle. Et dans notre pratique médicale, tout ça, tout ce que vous prescrivez, ce que vous gérez, les systèmes, les données, les systèmes informatiques des dossiers des patients, tout ça, c'est des données c'est des big data
pour l'intelligence artificielle. Et cette big data ne dort jamais. C'est une grande puissance. Je sais comme l'importance des données qui sont partagées chaque seconde, pas chaque jour, chaque seconde. Regardez le nombre de mails que vous partagez, le nombre de TikTok que vous voyez. Tout ça, c'est des données pour cette intelligence que vous donnez gratuitement. Elle connaît votre profil, elle connaît vos besoins, vos hobbies. Tout ça est pris donc en considération. Et pour ça, il faut, bien sûr, pour les stocker, il faut 10 îles entières pour faire ça. Et regardez les données. Ça, c'est 2025, dans 10 ans. C'est une explosion totale du big data au point où on se demande où on va stocker toutes ces données-là. Et votre cerveau, alors? Oui, c'est quelque chose de magnifique. Votre cerveau est quelque chose qui est fabuleuse, mais il a des limites. Votre cerveau se fatigue, il y a l'infobésité, c'est-à-dire le traitement des données qui sont très très importantes, peut-être déficient, et puis parfois des défauts de concentration, et la puissance de calcul, elle est inégalable avec la machine. Donc, on a des limites, et quand on a des limites, on fait des erreurs, et on fait des erreurs plus que la machine. Vous, en tant que médecin, vous faites des erreurs quotidiennement. Et en fonction des études, ça peut arriver jusqu'à la moitié des cas. Vous voyez, par rapport à une machine. Et tout ça, il y a plusieurs causes. D'accord? Si vous travaillez jusqu'à 16 heures sans s'arrêter, il y a aussi le stress du travail, tout ce qui est psychologique, la faim, tout ça, ça a un impact sur votre productivité, sur votre efficacité au travail. Alors, je reviens donc à l'intelligence artificielle en médecine. Dans quel domaine on peut voir l'utilisation de l'intelligence artificielle? Vous voyez, il y a plusieurs domaines où on peut l'utiliser, que ce soit pour le diagnostic, pour la prédiction, pour la prévention. Mais les modèles le plus importants, bien c'est ce qui nous intéresse le plus, c'est maintenant on est à l'ère de la médecine de précision, basée sur des preuves. Et donc la précision, elle est inégalable avec l'intelligence artificielle. Et puis, il y a aussi le domaine de la médecine préventive qui est important pour nous. Et maintenant, cette intelligence artificielle dans les pays développés, vous voyez ici, c'est les recommandations de la FDA, et qui sont très strictes sur l'utilisation de ces applications, ces logiciels, pour les valider pour l'utilisation au niveau des hôpitaux et au niveau des cliniques. En pédiatrie, j'ai commencé à chercher depuis un moment, et le premier article sur l'intelligence artificielle, ça date quand même, c'est les années 80, et c'était sur un système qu'on appelait SHELP, qui visait à diagnostiquer les maladies rares chez l'enfant, les maladies métaboliques rares. Et puis, il y a eu une explosion de l'utilisation de l'intelligence artificielle, notamment avec l'ère du Covid. Tout était fermé. Et donc là, on a commencé à l'utiliser pour le diagnostic de pas mal de pathologies, très diverses d'ailleurs, que ce soit pulmonaire, que ce soit neurologique, le Covid, il y a pas mal d'articles sur le Covid, et d'autres pathologies aussi, notamment cardiologiques ou digestives. Les applications de l'IA en médecine. Je vous donne l'exemple de la pédiatrie, parce que c'est mon quotidien. On le voit dans 3 groupes importants, notamment pour le diagnostic, je vous le dirai en détail, mais aussi le traitement et la prévention. Pour ce qui est du diagnostic, l'IA, elle peut vous faire le checklist des symptômes. L'IA n'est pas là pour faire le diagnostic à votre place. Elle est là pour vous assister. C'est vous qui validez les diagnostics, d'accord? Et on va voir de quelle façon. Alors, dans quel domaine en pédiatrie? Tous les domaines, notamment les pathologies cutanées, pour détecter pas mal de lésions cutanées de façon précise avec un diagnostic rapide, mais aussi pas mal de pathologies donc, internes. Elle permet aussi un domaine très très important, c'est l'analyse de l'imagerie. Je ne sais pas si vous vous rendez compte, mais regardez cette courbe. En 2050, on sera 10 milliards sur Terre. 10 milliards sur Terre. Mais pour gérer toutes les pathologies chroniques et l'accès pour l'imagerie, pour le scanner tout simplement, ça va être une galère. Comment on va faire pour gérer toute cette population? Les besoins sont importants. Et donc, il faut une machine à vous aider. Et maintenant, c'est valable. Plusieurs machines, notamment chez les radiologues, sont déjà dotées de l'intelligence artificielle qui permet de détecter pas mal de choses, parfois banales, mais parfois très précises. Notamment, regardez ici pour les fractures,
pour les petites hémorragies cérébrales qui sont indétectables à l'œil humain. Ça, c'est très facile pour l'intelligence artificielle, avec une précision inouïe. Regardez, pendant la période du Covid, pour détecter avec une validité, regardez, elle vous donne même le seuil de validité avec le score, avec une précision de 99% pour le diagnostic des PID pendant la période du Covid. Et donc, c'est un modèle très très important. Et vous voyez aussi que c'est un modèle qui est très spécifique et sensible. Ainsi, pour la valeur prédictive, positive et négative, elle est aussi très intéressante par rapport à nous, les médecins. La radiologie générale, c'est le domaine où les applications sont les plus précises, les plus réussies et qui sont le mieux mises en œuvre en pratique clinique par rapport aux autres spécialités. Pardon. Et donc, je vous donne un exemple aussi en pédiatrie. Quand j'étais résident, ce que je détestais le plus, c'est quand mes supérieurs me disaient « calcule l'âge osseux ». Je ne sais pas si vous connaissez l'âge osseux. Ben, ça me prenait un temps fou déjà, et on doit comparer par rapport aux images sur un livre. Et là, avec l'application Bon Expert, vous savez, la précision, elle est telle que, regardez, elle vous donne les normes par rapport à l'âge. Là, c'est l'âge chronologique, l'âge réel par rapport à l'âge osseux. Et elle le fait en combien de temps, s'il vous plaît? 15 secondes. Alors, vous voyez, il n'y a pas photo. On ne peut pas comparer, c'est un gain incommensurable. Moi, je suis cardiopédiatre et j'utilise l'échocardiographie dans mon quotidien. Et l'IA me facilite pas mal de choses aussi pour guetter des anomalies qui ne sont pas visibles tous les jours. Regardez, ça, c'est un patient qui a une maladie de Kawasaki. Généralement, on vérifie le coronaire. C'est un gamin, regardez, il y a une ballonisation apicale au niveau de l'apex qui était très difficile à voir en 2D. Et donc maintenant, les recommandations des sociétés savantes nous demandent la précision, c'est-à-dire on n'est pas là à l'écho pour juste donner des images ou un bilan morphologique, on est là pour donner des mesures très précises avec des déviations standards, comme on fait pour la croissance, pour le poids et la taille, pour indexer une coronaire, un artère pulmonaire ou une cavité. Il faut une précision et on utilise tous les jours de l'intelligence artificielle pour savoir si c'est normal ou pas. Regardez par exemple, ça c'est paramètre Z, on introduit la surface corporelle et puis on va introduire ce qu'on a trouvé comme mesure sur les coronaires par exemple ou sur un vaisseau pour savoir si c'est normal ou pas. Ça c'est juste un aparté sur ce qui se passe en écho. On imagerait aussi l'IRM. L'IRM, la difficulté c'est que le patient il passe beaucoup de temps en IRM. Le temps d'acquisition est très lent. Et pour les enfants en pédiatrie, c'est un grand problème. Parfois on est obligé de les sédater, mettre de l'anesthésie. Tout ça, c'est très délicat. Avec l'IA, ça permet de réduire ce temps d'acquisition de façon importante. Regardez le temps d'acquisition à 18 secondes. Ça, c'est parfait pour un enfant et aussi pour l'anesthésie. Ça permet aussi de réduire les vibrations et le temps de creunage. Et ça permet donc, regardez, d'améliorer la qualité de l'image qu'on aura à interpréter sur l'IRM. Et ça aussi, c'est quelque chose d'important grâce à l'IA. S'il y a un métier qui risque de disparaître très prochainement, c'est le métier de l'anapathe. J'ai 25 minutes, madame. L'assistant IA me dit qu'il me reste 5 minutes. 2 minutes. 5 minutes. J'ai 25 minutes, il faut regarder le programme, madame. Et donc, l'anapathe risque de disparaître parce que la précision de l'étude des lames d'anapathe, elle est d'une précision donc inégale. Et le médecin anapathe risque de partir très tôt. Il y a aussi des diagnostics des maladies infectieuses qui sont faits grâce à l'IA pour des maladies courantes en pédiatrie. Vous voyez, que ce soit pour la grippe, pour la varicelle ou la méningite, elle peut le faire. On a des problèmes avec des malades qui ont des maladies génétiques ou des malades qui ont des pathologies très rares. Et grâce au dysmorphisme facial, l'étude du visage permet de faire le diagnostic. Maintenant, il y a une application qu'on appelle Face2Gen, qui est très validée, et à partir de là, elle pourra vous donner un diagnostic très rapide par rapport à la pathologie du patient. Elle a été alimentée par 17 000 images de maladies rares, donc c'est une IA qui est nourrie, si vous voulez, et elle arrivera à faire un diagnostic très précis par rapport au trait de votre visage. Alors, l'intelligence artificielle et traitement, oui, le traitement surtout pour ne pas faire d'erreur pour le dosage.
En pédiatrie surtout, c'est par kilo par jour ou par kilo par prise. Donc il faut faire très attention à ne pas se tromper sur la dose. Il y a la réalité augmentée aussi par rapport au vaisseau. Vous voyez, pour piquer par exemple, ou pour gérer des patients, ça peut aider. Je montre des avancées. Je ne sais pas si vous avez entendu parler de l'œil bionique. L'œil bionique, maintenant, les patients qui ont une cécité qui est due à une pathologie rétinienne, c'est possible qu'ils puissent regarder, puissent voir, donc grâce à cet œil, avec des photorécepteurs artificiels qui sont bien sûr reliés à des lunettes, et les patients peuvent, grâce à l'intelligence artificielle, revoir donc un jour. Et puis aussi, il y a des moyens de prévention grâce, vous voyez, je ne sais pas si vous avez déjà vu des patchs connectés qu'on peut mettre sur la carotide et qui permet la mesure à temps réel de la tension artérielle. Donc, vous avez une MAPA qui est collée à votre carotide d'une façon permanente, et ça, c'est un moyen de prévention très important. Aussi pour les diabétiques, vous voyez, l'intelligence artificielle maintenant, on mesure la glycémie d'une façon continue grâce à des lentilles qui vont mesurer le taux de glucose au niveau des larmes. Et s'il y a d'une hypo ou une hyper, elle va signaler. Et elle peut être même reliée, ça c'est les Sud-Coréens qui développent ça, qui va être reliée à vos androïdes, ils peuvent vous montrer un signal qui a un problème. Vous voyez, on n'arrête pas les avancées. Dans mon domaine, le pacemaker par exemple, les enfants, on met des gros trucs au niveau du ventre. Maintenant, on a de plus en plus de miniaturisation du matériel. Et vous voyez par exemple un pacemaker qui est à la taille d'une pièce qu'on peut mettre directement à l'intérieur de l'apex du ventricule. Et maintenant, il y a même moins que ça. C'est ce qu'on appelle les pacemakers en grains de riz, que vous voyez que c'est millimétrique. Et ça, c'est une avancée considérable qu'on peut régler même à distance. Une petite parenthèse par rapport à une pratique qui se fait à Genève, la musicothérapie chez les enfants. Les prématurés, vous savez, ils ont probablement des troubles par des lésions cérébrales et l'IRM a montré l'efficacité de cette pratique. C'est juste anecdotique. Je termine sur l'IA et la prévention. C'est très, très important de l'utiliser, notamment chez nous en Algérie, pour prédire les risques, pour optimiser par exemple la vaccination pour la surveillance des patients. Parmi ces surveillances-là, vous avez par exemple des maladies du système digestif qu'on arrive à gérer, à suivre ces patients-là dès le diagnostic et pour prévenir les complications, la récidive ou les rechutes grâce à l'analyse des anticorps, par exemple de la maladie de Crohn. Il y a une équipe rennaise aussi qui a développé un système de surveillance des petits en maternité pour évaluer le risque infectieux, au risque de sepsis grâce à des données qui sont générées par les appareils connectés. Vous voyez, tout ça peut être connecté aux patients et notamment chez les petits. Tout ça est relayé, surveiller les patients au lit du patient. Maintenant, on peut le faire à distance grâce à votre Android. Donc, vous voyez plusieurs objets connectés, que ce soit pour le cœur, pour le cerveau. On peut avoir même des EEG et qui sont au temps réel par rapport à ces patients-là. Donc, les objets connectés avec un traitement des données par l'IA, c'est quelque chose d'important. Les avantages de l'IA, je dis juste deux mots. Regardez l'OMS, qu'est-ce qu'elle nous dit ? 50% des actes qu'on effectue au quotidien, que ce soit pour le diagnostic ou le traitement, sont inutiles. Ils nous disent aussi que le FDA, top 10 des médicaments que vous utilisez tous les jours, vos médecins généralistes, sont inutiles. Vous voyez, donc l'OCDE, c'est pire. 42% du secteur de soins de santé il est inefficient, c'est-à-dire 42% du budget de l'hôpital part à la poubelle. Donc, on n'est pas vraiment efficace et l'avantage avec l'IA, c'est que non seulement elle va être précise, efficace, mais surtout elle va réduire les coûts et ça, c'est aussi très important. Ça permet aussi de collecter, de centraliser les données qu'on a besoin et permet de sécuriser. On peut gérer aussi des cabinets médicaux, des hôpitaux grâce à l'IA. Maintenant, moi, j'en ai plusieurs amis à Oran, à Tmouchent, qui gèrent leur cabinet grâce à l'intelligence artificielle, que ce soit pour gérer les rendez-vous, que ce soit pour gérer le flux des patients. D'ailleurs, il y a des hôpitaux dans le monde qui gèrent les urgences pédiatriques grâce à l'intelligence artificielle. Je ne vais pas trop détailler sur ça parce qu'il ne me reste pas beaucoup de temps.
Les pays qui ont compris l'importance de l'IA l'utilisent aussi pour l'enseignement, que ce soit pour les mannequins à haute fidélité. Nous, on dispose d'un mannequin pareil à Oran, mais aussi l'hôpital à Mostaganem, il en a un, et qui est très utile pour l'éducation. Et surtout, il y a maintenant des DU d'intelligence artificielle qui sont appliqués à la santé, qui sont étudiés dans les universités. On devrait se mettre, on est très en retard là. Donc, IA, ce n'est pas demain, l'IA, c'est hier. Ça, il faut le comprendre. Qu'est-ce qui freine le développement de l'IA? Une chose, c'est nous-mêmes, c'est l'être humain. Je discutais, on a parti avec Dr Ziden, il a peur de cette IA et je peux comprendre. Avant, je vous donne juste cette photo, ça c'est l'INEC. L'INEC, avant le stéthoscope, c'était comme ça la médecine. On auscultait avec nos oreilles. Maintenant, c'est absurde de faire ça. Donc, l'IA, croyez-moi, c'est l'avenir et un jour, ce sera pareil. On a demandé aux patients si c'est intéressant d'être géré juste par l'IA ou par le médecin ou les deux ensemble et la majorité répond non, je préfère le médecin et parfois qui est aidé par l'intelligence artificielle. D'accord? Donc, je termine, je passe sur ça, je conclus pour dire, je vois l'intelligence artificielle notamment dans 3 domaines. Bien sûr, le domaine de la recherche, mais en pratique clinique aussi, et pour les données de santé, notamment pour la prévention. Avant, on disait les 4 P pour la médecine de demain. Maintenant, c'est la médecine à 7 P, c'est-à-dire une médecine personnalisée, une médecine participative, une médecine prédictive et préventive, mais surtout aussi basée sur des preuves, de parcours et une médecine plurielle. Avant, moi, je suis un ardent défenseur de la clinique. Bien sûr, l'intelligence artificielle ne remplacera jamais l'être humain, notamment sur le côté empathie avec les patients. Mais c'est un outil intéressant à considérer dans notre pratique. Est-ce que ça va vous remplacer? Certains, oui, je suppose. J'ai parlé tout à l'heure des anapathes, mais il y en a d'autres aussi qui risquent la place, malheureusement. Moi, je vous dis à la fin, occupez-vous de l'IA avant qu'elle s'occupe de vous. Je vous remercie. Merci, professeur Bakar. C'est tellement intéressant qu'on n'arrivait pas à vous arrêter malgré que vous avez dépassé le temps. On vous remercie pour cette communication aussi vraiment passionnante. J'appelle Dr Birbej pour lui donner le... Dr Birbej. On va faire le débat.